L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Ces mots, ce sont ceux d'une loi extrêmement importante dans notre histoire juridique et judiciaire, c'est la loi pénitentiaire, qui a été adoptée en 2009, et plus précisément les mots de son article 22, qui renferme tout l'enjeu de l'accès aux droits en prison, dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Le droit, les droits de chacun ne s'arrêtent pas aux portes de la prison, quand bien même c'est un lieu d'exercice des droits tout à fait particulier. La personne détenue, qu'elle soit accusée d'un crime ou d'un délit, ou alors déjà condamnée pour celui-ci, dispose aujourd'hui d'un statut récent, encore en construction, cela quel que soit son sexe, son âge ou alors sa nationalité. L'enjeu de l'accès aux droits en prison, il est double. Premièrement, il y a un enjeu pour continuer à faire progresser les droits des personnes détenues, pour qu'elles se rapprochent de plus en plus de ceux des personnes qui sont à l'extérieur de la détention. Sous réserve, bien sûr, des contraintes qui sont liées à l'enfermement, à la condamnation, à la peine et aux mesures de sûreté qui existent. Il y a donc un enjeu pour faire progresser ces droits, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans certaines situations, notamment celle du droit du travail, il y ait un tel décalage entre les droits d'une personne qui est détenue et une personne qui ne l'est pas. Mais il n'y a pas simplement que la conquête de nouveaux droits et le fait de faire progresser le statut des personnes détenues qui importe dans la question de l'accès aux droits en prison. C'est également le fait de rendre effectifs les droits qui existent déjà. Et c'est donc de tout cela que je souhaite parler, en plus des acteurs qui mettent en œuvre l'ensemble de ces droits fondamentaux. Alors, de quel public parlons-nous d'abord ? Au 1er mars 2021, le ministère de la Justice, dans le document qui s'appelle « Statistiques mensuelles de la population écrouée et détenue », qui est disponible en accès libre sur le site du ministère de la Justice, précisait que nous étions à 64 405 personnes détenues, dont les 2 tiers sont des personnes condamnées. 1 tiers des personnes en prison actuellement ne sont pas encore jugées, ou alors ne le sont pas définitivement. Le taux d'occupation qui pose aussi des difficultés récurrentes, globalement est de 106%. Mais néanmoins, si l'on veut parler très concrètement du taux d'occupation, c'est celui des maisons d'arrêt qui doit nous intéresser. Parce que c'est en maison d'arrêt qu'il n'y a pas de numerus clausus. Et ce taux aujourd'hui est encore de 123,8%, avec des établissements où il atteint plus de 200%. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans un certain nombre d'établissements qui, outre les problèmes de vétusté, les problèmes de personnel suffisant, il y a également nécessairement des problèmes d'accès aux droits, compte tenu du nombre de personnes insuffisants parfois, et des moyens insuffisants pour y parvenir. Alors de quels acteurs parle-t-on ? Avec immodestie, je parlerai des avocats, surtout pas de moi, mais il y a les avocats bien sûr. Mais avant les avocats, il existe de fortes actions du secteur associatif qu'il faut souligner. À Rennes, je pense notamment à Aide juridique d'urgence, mais il y a aussi l'ARAPEJ, il y a aussi évidemment l'Organisation internationale des prisons, section française, qui a publié encore récemment son Guide du prisonnier, qui est un ouvrage tout à fait fondamental, intéressant, que ce soit pour les personnes détenues, leurs familles, mais également pour les praticiens. Je pense aussi, au titre des associations, au croisement entre les avocats et les associations, à une association jeune encore, mais extrêmement dynamique. Je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que moi-même, je n'en suis pas membre. C'est l'A3D, l'Association d'avocats pour la défense des droits des détenus, qui s'investit beaucoup dans le domaine de l'accès aux droits en prison. Et il y a aussi des institutions, telles que le défenseur des droits et ses délégués, parce que le défenseur des droits, c'est une personne, une autorité constitutionnelle, mais la force du défenseur des droits, c'est sa présence sur l'ensemble du territoire. Et le défenseur des droits est également dans les centres pénitentiaires, sur la région rennaise et ailleurs. Et je pense évidemment, outre d'autres associations comme la CIMAD, qui fait beaucoup, je pense, au titre des institutions, au contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est aujourd'hui incarné par Dominique Simoneau, qui l'a avant été par Adeline Hazan et par Jean-Marie Delarue, qui, de manière absolument indiscutable, ont fait progresser l'accès aux droits en prison, et pas que, parce que le contrôleur général s'intéresse également à tous les lieux de privation de liberté, comme les centres de rétention administrative et les hôpitaux psychiatriques. Ces différents acteurs, ils interviennent aussi, mais avec le concours d'autres, qui sont sans nul doute les chefs d'établissement pénitentiaire, qui ont un rôle à jouer à l'intérieur de leurs établissements pour que
les acteurs que j'ai cités et ceux que j'aurais pu citer en plus puissent exercer pleinement leur mission. Et les derniers acteurs auxquels je songe, ce sont les juges. Parce que dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires et de tribunaux, et je pense notamment à ceux de Rennes, les juges de l'application des peines, depuis plusieurs mois et années désormais, assurent des permanences en détention pour rencontrer les personnes condamnées tout au long du parcours d'exécution de la peine, et notamment sur demande. Ils l'ont fait avant la période coronavirus, ils l'ont fait l'année dernière, pendant cette période si particulière, rencontrant aussi les délégués des personnes détenues, pour pouvoir organiser la vie en détention, dans une période si singulière au plan sanitaire, au plan de la restriction des libertés, et d'autant plus sur l'accès aux différents droits en détention. Ce sont tous ces processus et le dialogue avec ces différents acteurs qui font que la peine de prison, qui a un double objectif, celle de sanctionner, mais celle aussi de réinsérer. L'accès au droit, il permet de ramener les personnes vers le chemin de la réinsertion de manière absolument essentielle. Alors l'accès à quel type de droit ? Parce que le droit, c'est beaucoup de choses. Moi, je suis spécialiste en droit pénal. Je souhaite d'abord parler d'autre chose que le droit pénal. Parce que si bien sûr c'est à l'occasion d'une situation de droit pénal qu'une personne se retrouve incarcérée, soit pour exécuter une peine, soit parce qu'en attendant qu'on la juge à titre de sûreté, elle est placée en prison, l'incarcération, c'est d'abord un moment de rupture brutal, que ce soit légitime ou non, mais objectivement un moment de rupture brutale avec la vie à l'extérieur, ce qui pose des questions juridiques évidentes au-delà du droit pénal et rend nécessaire l'accès au droit pour ces personnes. La première chose dont je souhaite parler, c'est du droit du travail, avec des questions tout à fait logiques qui sont comment est-ce que je vais faire pour mon travail ? Est-ce que mon contrat de travail est suspendu ? Est-ce que je vais perdre mon travail ? Première question. Le bail, le droit au logement. Comment vais-je faire pour continuer à payer mes loyers ? Est-ce que je ne vais pas perdre mon logement ? Mais si je perds mon travail et que j'ai perdu mon logement, comment est-ce que je vais pouvoir être remis en liberté un jour, de manière absolument effective ? Il y a aussi ce qu'on appelle le droit des étrangers ou le droit des non-nationaux, avec toutes les difficultés que l'incarcération pose pour le renouvellement des titres de séjour. Je ne dis pas que l'incarcération ici est illégitime, mais il y a dans la notion d'accès au droit la nécessité d'aménager et de continuer à aménager des espaces en détention pour que la détention soit d'abord une mesure de sûreté, privative de la liberté d'aller et venir, sans qu'elle implique de supprimer sans raison d'autres droits aux personnes, citoyens ou non, hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés. Et la dernière chose, c'est le droit de la famille, incontestablement. Tant on sait que cette rupture brutale, c'est aussi la rupture brutale avec le milieu familial, avec le couple, avec les questions de divorce qui peuvent se poser, mais également de pension alimentaire ou de résidence des enfants. L'enjeu, c'est bien sûr d'aider les personnes détenues à poursuivre l'exercice des droits, l'incarcération étant un frein très fort et un obstacle qui peut nuire à terme à la réinsertion. Mais il y a aussi un enjeu à faire connaître sans cesse les permanences de professionnels et aussi d'associations et institutions qui garantissent l'effectivité de l'accès au droit. Ça, c'est pour les enjeux de l'accès au droit par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de la prison. Mais il y a aussi en prison, c'est aussi un lieu d'exercice des droits, la prison. Il y a les droits liés à la procédure à la défense pénale. Je vais en parler. Mais encore une fois, je souhaite parler de ceux peut-être qui sont les moins évidents aux yeux du grand public, dans la mesure où le monde de la prison, et même s'il y a de plus en plus de reportages, de plus en plus d'écrits, est quand même assez méconnu pour celui qui n'y a jamais mis les pieds. Je pense d'abord à des choses tout à fait basiques et fondamentales comme le droit à la correspondance. Le droit à la correspondance, c'est le droit de pouvoir continuer, quand bien même on n'a pas d'argent pour pouvoir acheter du papier, des stylos, eh bien le droit d'en avoir quand même pour pouvoir exercer l'ensemble des démarches dont j'ai parlé jusqu'avant, y compris pour maintenir les liens familiaux. Un certain nombre des correspondances qui sont échangées par les personnes détenues sont par ailleurs soumises au secret. Certaines sont lues. Lorsqu'on n'est pas encore jugé et qu'on est dans un dossier où il y a un juge d'instruction, le juge d'instruction lit les courriers. Néanmoins, les courriers avec l'avocat ne sont jamais lus, ou du moins ils n'ont pas à l'être et font l'objet d'une protection qui, si elle était violée, serait une infraction pénale grave. Il y a aussi d'autres courriers qui sont protégés, que ce soit des courriers aux autorités administratives indépendantes, au contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou également aux aumôniers de la prison, de quelque religion que ce soit. J'en parle de la religion parce qu'elle est exercée en prison. Et la liberté religieuse, celle de croire ou de ne pas croire, elle s'exerce aussi à l'intérieur des murs. Il y a des représentants des différents cultes dans les établissements rennais, avec des salles dédiées dans certains établissements, et en tout cas des aumôniers qui sont dédiés et qui viennent plusieurs fois. Le droit de vote. En 2017, au plan national, 2% des personnes détenues votaient. Alors il faut rappeler que sur les 60 000, 70 000 personnes détenues, 50 000 à peu près ont le droit de vote. Seule la moitié d'entre elles sont inscrites sur les listes électorales. Et en 2017, nous avons donc une participation extrêmement faible. Mais que remarque-t-on aux élections européennes ? Là où l'élection présidentielle est le moment fort, où les Français vont aux urnes, peut-être au détriment des autres élections, 2019 a été une année complètement particulière pour la prison, parce que c'est là où on a voté le plus, aux élections européennes. Je dis c'est paradoxal parce qu'on constate l'inverse dans la population générale. Et pourquoi ? Parce que pour pouvoir voter, en plus des procurations qui existent et qui bénéficient aux personnes détenues, au fait que des initiatives comme le fait de mettre des isoloirs en prison, tout cela ait déjà existé, en 2019, on a instauré le vote par correspondance. Alors il y a l'exemple, si vous voulez, de la caricature de Donald Trump qui raconte que le vote par correspondance, c'est la fraude. En tout cas, l'expérience du vote par correspondance en France, elle a existé en 2019 et elle a montré que les personnes détenues avaient été presque plus que 2 fois plus nombreuses à exercer ce droit tout à fait fondamental qui est celui aussi qui ramène sur le chemin de la société. Depuis la loi de 2019 de programmation de la justice, les inscriptions sur les listes électorales ont été facilitées et l'on ne peut que s'en féliciter. C'est aussi le droit, après avoir évoqué ces premiers points, c'est aussi le droit d'abord de recevoir des soins. La prison ordinaire offre des accès aux soins, notamment en lien avec, dans un certain nombre de villes, et c'est le cas à Rennes, les services qui s'occupent aussi de la médecine légale, qui exercent en matière pénitentiaire. Cela existe au sein des unités sanitaires des établissements, mais aussi au sein d'établissements spécialisés, qu'on appelle UHSI, c'est-à-dire la prison, mais à l'hôpital. Et aussi l'UHSA, qui est en fait l'hôpital psychiatrique à la prison. Et il y a ces structures qui existent à Rennes, par exemple, pour citer que cet exemple, avec les mêmes aménagements que ceux de la détention, c'est-à-dire il y a des parloirs pour que nous puissions rencontrer les personnes, que nous soyons avocats, familles, ou alors les personnes des associations. Ce sont des lieux à la fois de soins et des lieux d'incarcération. Tout cela est possible. Et le droit de recevoir des soins, c'est aussi le droit d'accéder à son dossier médical. Encore une fois, la peine d'emprisonnement ou de réclusion, ou alors la détention provisoire, il n'est pas dans mon propos aujourd'hui, ce serait hors sujet, d'en contester la légitimité. Simplement, celle-ci ne doit pas s'accompagner des effets pervers qui sont la suppression de l'accès à tous les autres droits. Parce qu'à ce moment-là, on éloigne durablement les personnes de la réinsertion, qui est pourtant le deuxième objectif de ces mesures d'enfermement. Droit de recevoir des soins, droit de vote, droit d'exercer une religion ou pas, droit à la correspondance, tout cela ne serait rien sans à la base le droit au maintien des liens familiaux. Et il existe à la fois les parloirs, mais aussi des unités de vie familiale, c'est-à-dire des lieux en prison où l'on peut recevoir de manière à part au reste de la détention sa famille sur un temps limité, qui n'est pas une mesure de laxisme ou une mesure qui serait contre-productive, au contraire. Ce sont des mesures qui sont offertes aux personnes détenues lorsqu'elles présentent des gages d'insertion, de respect et de garantie, et c'est un premier pas aussi vers une remise en liberté réussie, car une peine a une fin, le plus généralement, parce que je mets de côté ici les peines de réclusion criminelle à perpétuité, et pour éviter la récidive, il faut que la fin de la peine soit encadrée et réussie. Toutes les statistiques, toutes les études qualitatives et quantitatives le montrent. Je pense notamment à toutes les productions qui ont été faites en 2013 au moment de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Les droits, c'est aussi, encore une fois, on se rapproche de plus en plus du pénal. Ce sont deux choses. D'abord, le droit disciplinaire. La prison est un monde à part entière avec ses règles de vie, qui peuvent être sanctionnées par une commission de discipline. L'accès au droit, s'agissant de la commission de discipline, il est de manière récente augmenté par
un procès disciplinaire qui se rapproche de plus en plus, il n'est pas encore parfait, il y a beaucoup de choses à en dire, mais qui tend à se rapprocher du procès équitable. Pourquoi ? Parce qu'une personne détenue qui commet une faute disciplinaire, qui peut être par ailleurs une infraction pénale, le fait de commettre des violences, le fait de détenir des produits stupéfiants, ou pas, la personne étant présumée innocente d'ailleurs, s'accompagne d'un accès au dossier disciplinaire et au dossier d'enquête disciplinaire, de la possibilité d'être assisté par un avocat qui peut être choisi et rémunéré par une convention d'honoraires, mais aussi au titre de l'aide juridictionnelle. Les ordres des avocats, et c'est le cas à Rennes, prévoient d'ailleurs des permanences pour intervenir en commission de discipline. Ça, c'est évidemment la clé majeure de l'accès au droit, parce que le premier droit pour une personne détenue, c'est aussi celui d'avoir un avocat. La deuxième chose sur l'accès au droit en prison est la possibilité pour les citoyens de se faire une opinion sur la manière dont les choses se passent et d'influer, s'ils en sont intéressés, sur les décisions qui sont prises à l'intérieur de la prison. C'est que depuis la loi pénitentiaire, l'un des assesseurs de la commission de discipline est un citoyen. Simplement, il y a encore des choses à parfaire dans la mesure où l'autorité de poursuite, celui qui dirige les enquêtes, celui qui juge, ça reste le directeur de la prison. Ce n'est pas lui qui enquête tout à fait, c'est un gradé pénitentiaire. Mais c'est quand même lui qui décide du renvoi devant la commission de discipline et c'est lui qui condamne, les assesseurs n'ayant que voix consultative. Et en cela, on peut s'améliorer. C'est autant ici l'avocat qui parle que l'ancien assesseur en commission de discipline d'ailleurs dans les prisons de Nantes, ce qui a été une expérience tout à fait enrichissante pour se rendre compte du quotidien et c'est à la portée de tout citoyen intéressé et je pense que c'est particulièrement et intéressant lorsqu'on est étudiant. L'autre point, c'est celui de saisir la justice administrative. Parce que la prison, c'est un lieu de service public. C'est un service public. Et lorsque le service public dysfonctionne, il est possible à la personne détenue de saisir le tribunal administratif. Que ce soit sur l'ensemble des droits dont je viens de parler, et aussi pour contester les décisions disciplinaires, qui peuvent à la fin être portées devant le tribunal administratif. Tout récemment, et j'arrive donc sur le pénal et l'exercice des droits au pénal, le Conseil constitutionnel a rendu une décision fondamentale le 2 octobre 2020. Parce que si traditionnellement, c'est le juge administratif, le tribunal administratif qui pouvait sanctionner les dysfonctionnements du service public pénitentiaire, du service public de la justice, le Conseil constitutionnel a dit qu'il était totalement anormal qu'une personne détenue ne puisse pas demander à son juge, celui qui l'a placé en prison, le juge des libertés et de la détention, ou la chambre de l'instruction, il était tout à fait anormal qu'il ne puisse pas demander à ces institutions de mettre fin à l'incarcération si les conditions de détention étaient indignes. Jusqu'à l'automne 2020, les juges judiciaires disaient que tout cela était de la compétence du juge administratif et ne mettaient pas fin aux détentions provisoires, quand bien même elles s'exerçaient dans des lieux indignes. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est une avancée considérable pour les droits des personnes détenues et pour la société tout entière. Tant, et là c'est une formule que je reformule mal, mais que j'emprunte à Robert Badinter, les prisons sont un reflet de notre société, sont un reflet de la République et de la considération que nous accordons aux droits que nous avons prévus et que nous accordons à autrui. Alors la matière pénale, bien sûr. Être en prison, c'est avoir le droit de se défendre lorsqu'on n'a pas encore été jugé, qu'on soit mis en examen, qu'on soit prévenu ou qu'on soit accusé dans un procès d'assises. Comment est-ce qu'on se défend ? Et comment est-ce qu'on se défend de manière effective lorsqu'on est en prison ? Le premier enjeu, c'est d'avoir accès à son dossier. Le droit fondamental de la défense, c'est de connaître les charges dont on fait l'objet. L'accès au dossier, lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure d'instruction, il est compliqué parce que l'avocat, il est obligé de demander l'autorisation au juge de donner la copie du dossier à son client. C'est également le cas pour une personne qui n'est pas détenue. Et lorsque nous obtenons cette autorisation, la personne détenue doit le consulter non pas dans sa cellule, on n'a pas le droit de lui donner directement, elle doit aller le consulter au greffe pénitentiaire. Ce qui implique qu'il y ait des ordinateurs. C'est bête ce que je dis ici, mais qu'il y ait des ordinateurs qui fonctionnent et des créneaux qu'on leur offre pour aller le faire. Sans cela, il ne peut pas y avoir de défense effective. La deuxième chose, c'est d'accéder à son avocat, au parloir. Et enfin, c'est d'accéder à ses juges. Vous me dites pourquoi ? Il ne voit pas le juge ? Ça dépend, vous le voyez comment ? Physiquement ou en visioconférence ? Le Conseil constitutionnel, encore une fois,
s'est prononcé récemment sur les ordonnances qui ont été prises dans le cadre de la crise du coronavirus, qui, alors sur un autre sujet, ont prolongé automatiquement les détentions provisoires, alors même qu'il était tout à fait possible aux juges d'organiser des débats, et d'ailleurs certains l'ont fait. Mais lorsque je parle d'accès aux juges, c'est que je crois que collectivement, nous avons intérêt à revendiquer le droit fondamental pour toute personne, y compris détenu, d'accéder physiquement à son juge. Les étudiants savent très bien en parler actuellement. Ils savent très bien dire qu'un cours magistral ou un TD en visioconférence, c'est quand même pas pareil que quand on est à l'université ou à l'école. Imaginez lorsque nous sommes là pour savoir si la détention provisoire doit être prolongée de 6 mois. Imaginez lorsque nous sommes au moment de savoir si une personne doit être condamnée. Évidemment, la rencontre avec le juge présente des garanties absolument indispensables et qui sont démontrées. Et le Conseil constitutionnel se prononcera prochainement sur une autre demande qui a été faite sur les ordonnances du mois de novembre, qui avait autorisé, contrairement à tous les principes, la comparution forcée des personnes par visioconférence sans qu'elles ne puissent le contester. Ordonnance qui, depuis d'ailleurs, n'est plus appliquée. Nous espérons que le Conseil constitutionnel consacrera cette décision une bonne fois pour toutes. Ça, c'est les droits, l'accès aux droits lorsqu'on n'a pas encore été jugé. Mais la prison, ce n'est pas uniquement lorsqu'on n'a pas été jugé, et heureusement d'ailleurs. La prison, c'est lorsqu'on est définitivement condamné. Et lorsqu'on parle des droits de la personne définitivement condamnée en matière pénale, parce que j'ai parlé de tout le reste, et il y a d'autres points qu'on aurait pu préciser, c'est évidemment les mêmes droits. Avoir un avocat, avoir accès à son dossier. Parce que lorsqu'on prépare une sortie, peut-être qu'on peut tout de même légitimement avoir accès à ce que dit tel expert psychiatrique sur sa situation, pour savoir quelles pistes d'amélioration on peut avoir et quelles garanties on peut apporter. Ces droits, ils s'exercent bien sûr auprès du juge de l'application des peines, à qui on peut demander d'aller faire une enquête chez l'employeur, chez qui on propose d'aller travailler, pour confirmer que la proposition, elle est authentique, et que c'est un vrai travail, et que donc la confiance doit se faire pour que la peine puisse s'exécuter jusqu'au bout, mais autrement, pour que à la peine se substitue un travail qui permette de se réinsérer durablement. C'est aussi, lorsque je parle de l'accès au dossier, je regrette le manque de considération par les budgets qui sont octroyés à la problématique de l'application des peines. À Rennes, malgré la bonne volonté, je peux me montrer très critique, mais ici je tiens à souligner, malgré la bonne volonté des juges et des greffiers du service de l'application des peines, contrairement à la loi aujourd'hui, les avocats ne peuvent pas obtenir de copie des dossiers, parce que matériellement, il n'y en a pas la possibilité. Il y a une petite table pour consulter le dossier, ce qui apparaît tout de même bien dérisoire par rapport aux enjeux qui sont proposés. Il est vrai que dans certaines situations, certains extraits de la procédure peuvent nous être envoyés. Mais si vous voulez, c'est moins le confort pour les avocats qui importe ici, que l'effectivité de l'accès aux droits pour les personnes détenues et leurs avocats à travers eux, d'accéder effectivement à la justice. Je note néanmoins, et je le disais, les rencontres possibles qui existent ici avec les juges de l'application des peines, qui sont des moments qui sont très stressants pour les personnes détenues qui souhaitent être à la hauteur de la rencontre, mais qui, d'après plusieurs expériences, ont été tout à fait fondamentales parce que cela permettait de passer à une autre étape judiciaire que celle du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, parfois 2 fois la cour d'assises lorsqu'on a fait appel, et d'avoir un échange tout à fait différent avec l'institution judiciaire. Alors bien sûr, dans la préparation du projet et dans la construction de cela, et donc dans l'exercice des droits, il y a le juge de l'application des peines, il y a les avocats, mais évidemment un travail fondamental fait par les associations, par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et quand je parle des associations, je pourrais en citer plein, ceux que je ne cite pas ne m'en voudront pas. Je pense à Alphadi, par exemple, à Rennes, qui propose des hébergements, qui propose pour les aménagements de peine qu'on appelle les placements extérieurs, soit des places de chantier d'insertion, soit des logements, et là je pense notamment aux femmes, parce que les femmes détenues, elles le disent en tout cas, lorsqu'on leur tend un micro, ce qui est assez rare, que c'est pour, du moins dans l'opinion de ceux qui s'intéressent à ces sujets, c'est un peu les personnes dont on parle le moins dans la population prison. Il y a moins d'établissements réservés aux femmes aussi, ce qui fait un éloignement plus fort avec la famille.
À Rennes, il y a de nombreuses femmes qui se trouvent incarcérées pour des longues peines, qui peuvent venir d'outre-mer ou alors de pays étrangers, parce que Rennes juge aussi des procès de proxénétisme international, par exemple. Et lorsqu'elles se retrouvent à l'aube d'une libération, il n'y a pas de famille qui attend à l'extérieur, et il n'y a pas de logement. Et ici, quand bien même on rendrait les plus belles décisions du monde et on écrirait les plus beaux droits du monde, il n'y a pas d'effectivité s'il n'y a pas les associations derrière pour proposer des logements. Et c'est très important que ça puisse continuer à exister. Enfin, et pour parler du judiciaire, je parlais du manque de considération collective à l'égard de cela. Ce n'est pas tant la situation des avocats qui pose problème, parce que l'aide juridictionnelle, dont je souhaite parler ici, ce n'est pas que les avocats. Les missions à l'aide juridictionnelle pour l'application des peines, elles sont rémunérées à hauteur de 136 €. Ça veut dire, lorsqu'on travaille à peu près une dizaine d'heures sur un dossier et qu'on réduit les charges d'un cabinet d'avocats qui est une profession libérale, on est autour de 6-7 € de l'heure. Ce qui n'est pas sérieux parce que c'est en dessous du SMIC horaire net. Si vous voulez, ce n'est pas la situation des avocats ici qui m'importe, même si elle m'importe, mais c'est surtout parce que, évidemment, comment les cabinets d'avocats peuvent-ils assurer de manière effective les missions dans ces conditions-là. Mais c'est surtout ce qui, au-delà de ça, doit nous importer et nous interpeller, c'est que cela correspond bien au niveau de considération que l'on accorde actuellement, c'est la traduction en matière budgétaire, et cela depuis plusieurs années, à la réinsertion des personnes et des procédures qui sont faites pour garantir cette réinsertion. Alors c'est un sujet qui est absolument passionnant, mais c'est ce que je souhaitais indiquer en des mots très simples, c'est que l'accès au droit en prison, c'est un enjeu double. C'est autant la progression des droits pour que le statut du détenu se rapproche de celui du citoyen, sauf liberté d'aller et venir et contraintes liées à son affaire pénale plus ou moins grave. C'est autant cet enjeu-là que celui de l'effectivité des droits existants. Rendons réels les droits qui sont déjà inscrits dans les textes depuis des années. Parce que, et j'en termine ici, comme l'a écrit François Roux, qui a été avocat, qui a aussi été chef du bureau de la défense au tribunal spécial pour le Liban, qui a pratiqué les juridictions internationales, et qui a écrit un livre qui s'appelle « En état de légitime révolte ». Il dit cette phrase sur les juridictions internationales et sur tous les droits fondamentaux qui existent au plan international, mais qui peut s'appliquer partout, et que j'aime beaucoup, c'est que si l'idée des droits de l'homme n'est pas mise en œuvre, elle reste poésie. Je vous remercie.